Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. L'océan est-il le gardien des équilibres de notre planète ? Avec Guillaume Masset. On s'émeut, à raison, du sort réservé ces dernières années à l'Amazonie, présentée comme le poumon de notre planète. Mais à nous focaliser exclusivement sur les forêts, ne minimise-t-on pas le rôle de l'océan dans l'équilibre de notre climat ? C'est ce que nous allons demander à notre invité, Guillaume Masset, chargé de recherche au CNRS et basé à la station marine de Concarneau, station du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un épisode précédent de ce podcast, Jérôme Alléon nous a appris que l'océan recouvre un peu plus de 70% de la surface de la Terre. En quoi est-ce que cette masse considérable et circulante joue-t-elle un rôle tampon d'absorption et de distribution de la chaleur sur notre planète ? Alors, pour répondre à cette question, je pense que je reviendrai sur la notion de circulante. Et effectivement, c'est cette masse d'eau énorme, 70% en fait de la surface de la Terre, mais on va dire à peu près 80% ou 90% en fait du volume de la Terre. Et donc tout ça, c'est en mouvement. Donc je pense que tout le monde a appris à l'école qu'il y avait le Gulf Stream, il y avait tout un tas de courants de surface. Et donc on peut facilement s'imaginer toutes ces masses d'eau qui circulent, donc à la fois en surface, mais aussi à certains endroits, en fait, des masses d'eau qui plongent, par exemple. Et donc, typiquement, des masses d'eau qui ont accumulé de la chaleur en surface, par exemple au tropique. Si on prend l'exemple du courant équatorial en Atlantique, vous avez ces masses d'eau qui sont chaudes, qui vont éventuellement remonter après le long des côtes américaines, donc la Floride et ainsi de suite, et puis après qui vont circuler, qui vont tourner, retourner vers l'Europe, et puis éventuellement même remonter en fait vers l'Arctique et éventuellement refroidir là-haut, ou alors voire même dans des zones qu'on appelle des zones de convection océanique, vont avoir tendance à plonger et puis cette fois-ci à se retrouver en fait au fond des océans. Et donc c'est pour ça que je dirais l'océan joue un rôle essentiel de distribution de la chaleur. Donc de la chaleur accumulée en fait à l'équateur va avoir tendance à être transportée par exemple vers des zones plus froides comme les zones polaires et ainsi de suite. Et donc c'est ce rôle-là qui explique qu'il ne fasse pas la même température en Floride et à New York, c'est parce que le courant se sera refroidi entre-temps, c'est ça que vous me dites ? Alors il y a une histoire de latitude aussi, et puis il y a une histoire de courants qui cette fois-ci vont descendre par exemple de l'Arctique. Donc vous avez dans la mer qui est entre le Groenland et on va dire le Canada, qui s'appelle la mer de Baffin. Donc vous avez une circulation océanique. Je vous parlais tout à l'heure du Gulf Stream. Une des branches du Gulf Stream a tendance à remonter, on va dire, le long des côtes de la Scandinavie. Mais en même temps, il y a une petite branche qui va tourner, on appelle ça le courant d'Irminger, qui va tourner autour de l'Islande et qui va venir remonter sur la côte ouest du Groenland. Alors que si vous prenez de l'autre côté de la mer de Baffin, donc à l'ouest de la mer de Baffin, proche des côtes du Canada, là vous avez un courant qui descend de l'Arctique directement et qui apporte des eaux froides et qui va expliquer aussi pourquoi il fait plus froid à New York qu'à Miami. Alors puisque vous évoquez le Canada, ça me renvoie à mes lointains cours de collège où on me donnait les différents types de climats qui existent, continental, océanique. Et le climat océanique, il se définissait par le fait qu'il était un peu plus doux que les autres. Et on nous donnait toujours l'exemple de Brest en France où il fait moins froid en hiver que dans l'est de la France. Mais à la même latitude et tout aussi proche de l'océan que Brest, il y a la ville de Québec. Donc comment expliquer que les deux villes aient des climats aussi différents ? Alors c'est justement à cause de ces courants. Effectivement, c'est plus ou moins à la même latitude. Alors Québec est quand même situé à 800 km de la mer. Bon, on a l'impression que c'est au bord de la mer à cause de la taille du fleuve Saint-Laurent. Mais après, si on veut être proche de la côte, vous avez Saint-John à Terre-Neuve. Et
En fait, ici, vous avez justement ce courant du Labrador, donc le courant qui va descendre de l'Arctique, qui va longer la côte du Canada et qui va arriver du côté de Saint John, par exemple, qui va venir refroidir considérablement la température, alors que du côté de Brest, vous avez justement le Gulf Stream, qui est un courant qui, lui, arrive de la Floride, après qui va bifurquer pour retourner vers l'Europe, et lui transporte de la chaleur, et qui fait que justement ça gèle quasiment jamais à Brest ou à Paimpol. Conséquence du dérèglement climatique, il y a certains courants qui bougent un peu. J'ai lu récemment un certain nombre d'articles qui parlaient du dérèglement du Gulf Stream. Est-ce que ça veut dire que les climats des villes qui sont concernées par ce courant risquent d'être altérés très fortement dans les années à venir ? Oui, très certainement. Si l'intensité des courants change, effectivement, la quantité de chaleur qui est distribuée, transportée en fait par ces courants va changer. Alors, pour ça, il faudrait parler de circulation thermohaline. Dans les zones polaires, donc les zones qui sont englacées, où il y a de la banquise, donc c'est des zones froides, il y a des vents froids, donc la surface de l'eau refroidit sous l'effet des vents, donc ça se congèle. Et finalement, quand vous formez de la glace, l'eau de mer gèle, et vous allez expulser en fait une partie du sel qui était contenu dans l'eau de mer. Et donc vous allez non seulement faire des eaux froides, mais des eaux plus salées. Et en fait, froid et salé veut dire dense. Et donc dense veut dire lourd. Et qui dit lourd, dit que ça tombe au fond en fait de l'océan. Et donc grosso modo, là vous avez le début un peu d'un tapis roulant. C'est-à-dire que vous avez des eaux froides et denses qui vont avoir tendance à tomber. Et bien sûr, elles vont se faire remplacer par des eaux qui vont venir de la surface de l'océan. Et donc comme ça, ces eaux denses qui tombent au fond de l'océan vont venir le tapisser et vont attirer d'autres eaux de surface. C'est un peu le moteur de la circulation océanique. On appelle ça la circulation thermohaline. Et c'est donc ce déplacement qui aujourd'hui a abouti à ce déplacement du Gulf Stream qu'on est en train de voir à l'œuvre et qui pourrait avoir des répercussions importantes. Alors, effectivement, ça pourrait arriver. C'est-à-dire que si vous faites moins de banquise à cause du réchauffement climatique, donc vous allez avoir ce tapis roulant qui va être moins puissant. Et donc ces courants qui peuvent être moins puissants aussi. Alors au-delà de la chaleur, l'océan, c'est une pompe à carbone à la fois biologique et physique. Quand j'ai dit ça, je l'ai très mal expliqué, mais vous allez le faire beaucoup mieux que moi. On va commencer par la pompe physique. Vous savez que l'oxygène, vous savez que le CO2, ça se dissout, alors un petit peu, dans l'eau. Et plus il fait froid, plus c'est soluble. Et donc, c'est pour ça aussi que les zones polaires, elles sont importantes, puisqu'il y fait froid, les eaux sont très froides, et donc il y a un peu plus de CO2 qui peut se dissoudre dedans. Donc ça, c'est la pompe physique. Et puis après, vous avez la pompe biologique, et donc qui, elle, est liée à toute l'activité biologique à cause de la photosynthèse. Donc quand on parle photosynthèse, on peut considérer l'océan un peu comme l'équivalent d'une forêt. Vous avez des algues, mais vous avez aussi des micro-algues, le phytoplancton. Et donc là, c'est une biomasse qui est énorme dans l'océan, donc à la surface de l'océan, qui, pour croître, va utiliser le CO2 pour faire de la matière organique. Et puis après, ce phytoplancton, comme c'est le début de la chaîne alimentaire, donc il va se faire manger par du zooplancton. Ce zooplancton va se faire manger éventuellement par des baleines quand c'est du krill, ou alors par des poissons, ou ainsi de suite. Et puis de manière ultime, quand tout ça, ça meurt, et ben finalement, ça se retrouve au fond de l'océan. Et donc le carbone qui a été pompé par le phytoplancton, finalement, se retrouve transporté jusqu'au fond des océans. Et donc c'est ça qu'on appelle la pompe biologique. Et vous revenez à deux occurrences sur le phytoplancton, parce que les algues, on sait qu'il n'y en a pas absolument partout. En revanche, la masse de phytoplancton présente dans les océans, elle est considérable. Tout à fait.
Certains vous diraient en fait que j'ai coutume d'appeler le phytoplancton le poumon droit de la Terre, avec les forêts le poumon gauche. Alors pour l'instant, on n'a pas encore parlé chiffres dans cet épisode, mais pour résumer ce qu'on a dit à la fois sur la température et le carbone, il semblerait que l'océan capte 90% des excès de chaleur et 30% des excès de CO2. Comment expliquer au fond de telles performances ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a une aussi grosse différence entre les deux ? Alors, l'atmosphère, je dirais, capte pas bien la chaleur. Ça a peu d'inertie, alors que l'eau, oui. Et donc, il y a un tel volume, puis aussi de la circulation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que l'océan est si important pour capter l'excès de chaleur. Et puis après, pourquoi une différence de performance ? Alors, c'est pas forcément une différence de performance entre 90% de capter l'excès de chaleur et 30% les excès de CO2. C'est parce que sur Terre, cette fois-ci, on a tout ce qui est forêt, on a tout ce qui est végétaux. Et donc les végétaux, eux aussi, font de la photosynthèse et captent le CO2 atmosphérique. Et donc c'est pour ça que on considère qu'il y a à peu près 30% du CO2 qui est capté par les organismes photosynthétiques dans l'océan. Mais 90% des excès de chaleur, puisqu'on parle toujours d'un monde réchauffé, qu'on essaie de limiter à plus 1,5 ou plus de degrés, là en fait ce que vous nous dites, c'est une pure abstraction mentale, mais c'est que sans océan, on serait dans un monde à plus 18 degrés, et donc littéralement invivable en fait. Tout à fait. Mais par contre, c'est clair qu'il faut considérer que, certes, l'océan capte cet excès de chaleur, mais l'océan, il se réchauffe aussi. Et donc ça aussi, ça a des conséquences. Voilà, l'océan est en train de se sacrifier pour nous, donc respectons l'océan. Merci beaucoup pour tous ces enseignements, Guillaume Massé. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Guillaume Massé, chargé de recherche au CNRS et basé à la station marine de Concarneau, station du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.